Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la FlashForge Aventurer 3. Alors c'est une machine compacte, entièrement fermée, qui va nous permettre d'imprimer du PLA mais aussi de l'ABS, grâce à la caisse fermée qui va permettre de garder la chaleur. On va avoir une machine entièrement connectée, elle va être disponible via le cloud, on va pouvoir créer une ferme d'imprimante style celle-ci, on pourra en mettre plusieurs sur un cloud, on va avoir la possibilité de la connecter via Wi-Fi, donc comme je vous disais, l'Ethernet, on va avoir la clé USB, on a une mémoire interne également de 8 Go, on a vraiment une machine qui se veut facile pour toutes les personnes qui veulent commencer l'impression 3D. Si jamais vous êtes une école, que vous recherchez une machine pour apprendre à vos élèves à découvrir l'impression 3D par exemple, ou même un atelier qui cherche à avoir une petite machine dans un bureau ou un truc comme ça pour faire des pièces en ABS, vous pouvez le faire avec cette machine-là. Également, elle va s'orienter pour tout ce qui est famille qui veulent découvrir l'impression 3D également. Vous avez une machine fermée, ce qui fait que pour les enfants, au moins il n'y a pas de danger de toucher les pièces en mouvement ou en chauffe, à part s'ils ouvrent la porte. Mais ce que je veux dire, c'est que cette machine-là se veut vraiment facile, plug and play, c'est-à-dire que quand on la sort du carton, on peut lancer directement une impression. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que la machine est déjà déballée en fait. J'ai voulu vérifier ça avant de faire la vidéo au final. Je l'ai sorti, j'ai lancé le print qu'il y avait sur l'écran de disponible en mettant leur filament qui était fourni avec. Ce qui s'est passé, c'est que ça a imprimé direct et leur qualité d'impression de leur pièce qui était déjà tranchée, elle était nickel. Moi, j'ai lancé mes propres fichiers et franchement, j'ai obtenu une qualité nickel aussi. Après, je vais vous expliquer ça plus en détail juste après. On a une machine qui fait un volume d'impression de 15 par 15 par 15. Certains vont me dire c'est petit par rapport au prix qu'il y a là. Mais avec toutes les features qu'on a, en fait, on a vraiment une machine. C'est plus un produit, on va dire, type. Enfin, je veux dire, c'est comme une imprimante jet d'encre. Vous allez l'acheter, vous allez mettre la cartouche, vous allez balancer un print. C'est pas une machine à assembler, c'est déjà tout prêt. C'est vraiment la machine facile. C'est ce que veut FlashForge en fait. C'est ce qu'ils veulent cibler. C'est vraiment une machine facile. Vous avez juste à sortir du carton et vous balancez ça. Ensuite, on va avoir une caméra, on va avoir pas mal de choses intéressantes dessus. On va avoir un plateau mobile qu'on peut défaire, qu'on peut plier, tout ça. Enfin, je vais vraiment vous montrer tout ça. On a peut-être un volume qui est assez réduit, mais je vais vous montrer que quand même, on arrive à faire des belles pièces assez grosses. Moi, 15 par 15 par 15, j'ai réussi à faire un personnage Lego que je vais vous montrer. Franchement, on a quelque chose pour travailler, et au moins on peut travailler de l'ABS. Le plateau monte jusqu'à 100 degrés, l'extrudeur monte jusqu'à 250 degrés sans problème. Ce que je veux dire, on a vraiment une chambre fermée, on a vraiment quelque chose qui va garder la chaleur. J'ai pas encore... Enfin, je vais pas vous présenter les pièces en ABS tout de suite, parce que j'ai encore des petits tests à faire, des petits réglages personnels. Parce que je pense que leur filament à eux, parce qu'en fait on peut utiliser leur filament propriétaire, ils ont leur gamme, est vraiment calibré pour leur machine. Par contre, des filaments externes, il va falloir faire des réglages. Et ça, je vais vous en parler pour le PLA aussi. Donc, c'est parti. Je vais d'abord vous présenter la bécane. Et après, je vous présenterai ce que j'ai imprimé avec. Et mon ressenti sur cette machine-là, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti. Alors, quand vous allez recevoir la machine, vous allez avoir plusieurs choses dans le pack. Parce que j'ai déjà tout démonté. Parce qu'en fait, le carton il était arrivé, il est complètement explosé. Alors, du coup, vous allez avoir le câble d'alimentation style européen. Vous allez avoir une pochette avec le guide de démarrage. Vous allez avoir plusieurs petits outils, des tournevis, des clés Allen. Vous allez avoir une petite tige pour déboucher la buse en cas où, enfin l'extrudeur en cas où il se bouche. Vous allez avoir également un petit filtre. Alors le petit filtre, par contre, je vais vous conseiller de le mettre dès le départ. En fait, vous avez ça là, un tout petit filtre comme ça, c'est un espèce de filtre à charbon pour filtrer tout ce qui est particules. Justement pour l'ABS, ça va être super pratique. Je vais vous montrer où ça se place à l'intérieur. C'est aimanté en fait, ça va se clipser directement sur le ventilateur qui est à l'intérieur là-bas. Je vais vous montrer comment ça se place. Les outils, après, il y a un petit sachet de graisse également. Alors, le petit sachet de graisse, ça va vous servir, en fait, tout ce qui est tige, les paliers linéaires, ça va vous permettre de mettre de la graisse de temps en temps. Mais là, d'origine, elle est déjà graissée. Vous n'allez pas vous faire chier à en rajouter, en fait. En fait, quand vous allez la déballer, la machine sera déjà prête à imprimer. Le calibrage a déjà été fait. Parce qu'en fait, moi, je l'ai refait pour voir, pour être sûr. Mais en fait, ça m'avait dit que les informations étaient déjà enregistrées dans la machine quand j'ai fait ce démarrage-là, en fait. Il y a autre chose aussi que je vais vous parler quand je vais la démarrer. Ça le fera pas parce que je l'ai déjà fait. Et en fait, la machine va demander de se mettre à jour, parce que quand vous allez l'acheter, c'est possible que vous allez encore avoir l'ancienne version. Moi, la mienne, elle a été produite cet été, je crois, un truc comme ça, et en fait, quand je l'ai reçue, la mise à jour était déjà... Enfin, il y avait déjà une nouvelle mise à jour pour le logiciel interne de la machine. Ça, c'est bien, parce qu'au final, c'est une machine qui est connectée, mais qui se met également à jour. Si jamais ils rajoutent des réglages, des trucs comme ça, si jamais les personnes remontent des informations comme quoi certains réglages ne passent pas, au moins, ils le mettent à jour. Ça, c'est pratique. Par contre, on n'a pas de firmware ouvert, style Marlin ou quoi que ce soit, c'est directement propriétaire de la machine. Alors après, autre chose qui va vraiment être intéressant sur cette machine-là, c'est qu'on va avoir des TMC 2208, j'ai regardé sur la carte mère, j'ai déjà ouvert le boîtier pour regarder, parce qu'en fait le ventilateur d'origine faisait un peu de bruit et je voulais regarder pourquoi. Et en fait c'est qu'il y avait un câble qui se promenait dans la machine, il y avait un câble qui frottait sur l'hélice du ventilateur. Ça, c'est pareil, c'est possible que des fois, malheureusement, ça peut arriver. Ce bruit-là venait juste du câble en fait qui se baladait. Je l'ai poussé, je l'ai remis comme il faut et j'ai refermé la machine. Et franchement, elle est vraiment silencieuse. Elle est vraiment silencieuse. On a juste un tout petit bruit de ventilation, en fait, les ventilateurs du dessous. Mais on n'a pas on n'a pas un espèce de gros souffle comme sur certaines machines que j'ai là qui sont assemblées. On a vraiment une machine qui est quand même assez silencieuse. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, on va avoir l'écran, donc ici 2,8 pouces,
qui a son propre système d'exploitation installé. On a une mémoire interne de 8 Go. Il en reste plus qu'à peu près 6 et quelques, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses dessus. Le programme en lui-même prend de la place. Il y a aussi déjà des fichiers tranchés d'origine sur la bécane. Ça, c'est pareil, vous pourrez en avoir besoin pour faire des tests et tout ça. Mais franchement, c'est vraiment une machine, pour moi, elle est vraiment bien. Enfin, elle est vraiment bien sur pas mal de choses, parce qu'au final, elle a fonctionné dès le départ. J'ai pas eu besoin de faire de calibrage ni quoi que ce soit. Même si je l'ai refait, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais avoir à vous parler? Il y aura, alors niveau de connexion, on va avoir plusieurs choses. Je vais vous en reparler quand je vais vous montrer l'écran, tout ça. Je vais d'abord vous présenter toutes les features internes de la machine. Alors, voilà, donc déjà ce qui est bien, c'est qu'on a une porte au moins qui nous permet de garder la chambre fermée. Alors j'ai regardé une chose, en fait je vous avais déjà parlé que j'avais la 4 Max Pro de chez Anycubic, et en fait leur porte elle est beaucoup plus fine que celle-ci, et ce qui se passe c'est que quand j'ai fait de l'ABS, avec la chaleur à l'intérieur, la porte elle a gondolé, parce que c'est du plexi, et du coup leur porte à eux là-bas elle avait gondolé. Celle-ci elle n'a pas bougé, j'ai testé, j'ai fait monter à 100 degrés, je l'ai gardé toute une journée à 100 degrés, voir si la porte allait gondoler. Et elle n'a pas vraiment bougé, en fait ce qui se passe c'est elle a des renforts sur les côtés, c'est replié vers l'intérieur, ce qui fait que du coup ça renforce la porte, et ça permet d'avoir une porte qui gondole pas trop. Enfin, je veux dire, elle n'a pas bougé. Moi, franchement, elle n'a pas gonflé ni quoi que ce soit, alors que sur la Anycubic 4 Max Pro, elle a gonflé. Alors après, il y a une plexi sur le côté, il y a une plexi sur le dessus. Alors ce qui est bien, c'est que tous les plexis se déclipsent. Si vous voulez les nettoyer, dépoussiérer ou quoi que ce soit, vous pouvez les déclipser. Ça se défait facilement. Vous avez juste à pousser un tout petit peu et ça se déclipse. Alors ensuite, on va avoir le plateau. Alors le plateau, vous allez voir qu'en fait, c'est sur une glissière. En fait, vous avez un seul axe. Et en fait, dessous, c'est une espèce de petite roulette qui fait avancer le plateau. Et du coup, en fait, il bouge, vous voyez, comme ça. Mais le calibrage, il se fait super facilement. Je pense que la machine, elle a été conçue pour avoir des angles respectés. Ça ne bouge pas, en fait. Ça ne bouge pas. La buse, elle va juste faire un palpage. Vous allez régler la hauteur, et pour elle, la machine est calibrée. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, le plateau, en fait, vous allez voir que vous avez un petit clip ici. Alors, faites pas attention à la surface. Quand vous allez la recevoir, ça sera pas forcément la même. Pourquoi? Parce que celle d'origine, moi, elle est déjà morte. Parce que j'ai fait de l'ABS, j'ai fait des tests. Ce genre de bulltack, moi je ne supporte pas ça pour l'ABS. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est si vous voulez faire uniquement de l'ABS, l'avantage c'est que vous avez un truc qui est amovible et qui se défait super facilement. Vous voyez? Alors après, ces petites textures là, ces petites plaques, vous pouvez les trouver sur AliExpress, j'ai regardé, ils en vendent, ça coûte une dizaine d'euros. Vous avez plein de petits patchs que vous pouvez déclipser, enfin décoller et vous les remettez, c'est du bulltack. Moi, celui-ci, c'est un bulltack d'origine que j'ai découpé parce qu'il m'en restait un bout. Et il était déjà abîmé, mais après, moi, il me suffit pour faire du PLA, ça me suffit largement. Ce que je voulais vous conseiller en fait pour de l'ABS, l'avantage c'est que en fait cette petite zone là vous pouvez mettre une plaque de verre. Moi je l'ai fait, j'ai fait découper une plaque de verre de 17 par 17 et en fait vous pouvez la faire glisser directement en dessous en 3 mm et vous la mettez et après vous avez une surface d'impression en plaque de verre. Et l'avantage c'est que quand vous réglez votre hauteur, en fait la hauteur reste la même parce que c'est maintenu par des cales sur le côté. Et la hauteur reste la même. Si on met une plaque de verre ou celle-ci, ça reste la même parce que c'est toujours fixé à la même hauteur. On n'a pas à recalibrer ni quoi que ce soit. Après, vous avez juste à appuyer un tout petit peu, hop, et vous plissez ça, et hop, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à réimprimer. Alors après, on a deux tiges trapézoïdales pour l'axe Z, ça c'est cool, on a vraiment deux axes qui montent en même temps. Enfin, je veux dire, il y a des machines qui sont beaucoup plus grosses et qui n'ont qu'une seule tige. Sur celle-ci, on a vraiment quelque chose qui est vraiment qualitatif et qui est super costaud. L'avantage qu'on a des tiges et qu'on n'a pas des roulettes, c'est pareil, ça va pas vous bouffer contrairement aux roulettes. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui les constructeurs ne restent pas sur des tiges comme Prusa ou tout comme ça, parce qu'au final, les tiges, moi je préfère largement ça. Des tiges avec des paliers, c'est super, c'est beaucoup plus pratique et c'est super durable. Je veux dire, j'ai gardé une Prusa, je l'ai gardé 4 ans, ma première Prusa i3, et ça s'est jamais usé quoi. Alors que les roulettes sur les machines chinoises, là, je veux dire qu'au bout d'un mois déjà on commence à avoir les roulettes qui se bouffent. Alors après, un autre avantage qu'on va avoir sur cette machine-là, c'est qu'on a un extrudeur qui se démonte super facilement. Alors par contre, quand il a déjà chauffé une fois, c'est mort, vous pouvez plus le déclipser à froid. Par contre, l'avantage c'est que en fait, vous allez cliquer sur les deux petites poignées ici, et en fait, quand il sera chaud, vous pouvez le sortir. Là, je peux pas le sortir parce que la machine est froide. Alors par contre, faites pas ça avec les doigts, prenez des gants et puis faites ça avec des gants si jamais vous avez un problème. Si jamais vous changez de PLA en fait et que vous n'utilisez pas leur PLA propriétaire, il est possible que votre PLA que vous allez utiliser va se boucher. Et vous allez devoir démonter ça. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer après. Ensuite, vous allez apercevoir sur le côté, on a une petite caméra ici. Vous pouvez voir qu'ici, là, la petite zone là, en fait ici, ça c'est une caméra. Cette caméra là, je trouve par contre, elle est bien, mais elle est mal placée. Pour moi, elle aurait été plus intéressante d'être placée plus haute et avec un angle un peu plus bas. Pourquoi? Enfin, un angle incliné vers le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, quand la pièce ça commence à s'imprimer, quand elle devient trop grosse, on la voit plus sur la caméra. J'ai regardé et franchement, c'est dommage. Par contre, ça vous permet quand même de savoir si l'imprimante est toujours en train d'imprimer. Si jamais il y a une coupure de courant, ou si jamais il y a un problème sur votre impression, ou jamais vous voyez des filoches partout, c'est votre impression elle est foirée. Ça, c'est un avantage, c'est qu'au moins on peut surveiller. Et comme c'est connecté au cloud,
Si la machine elle est dans une école et qu'elle est en train d'imprimer la nuit et que vous voulez montrer la pièce à vos élèves le matin, au moins l'avantage c'est que vous pouvez surveiller l'impression de chez vous, vérifier si ça imprime toujours. Parce que si jamais il y a une coupure de courant au collège ou qui coupe le jus ou quoi que ce soit la nuit, ben, au moins vous pourrez le savoir quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le petit filtrage charbon, comme je vous parlais, je vais vous montrer comment il se fixe au fond là-bas, parce que vous verrez rien d'ici là. Sinon, il n'y a rien de spécial à dire. Alors après, l'extrudeur, c'est un extrudeur Bowden. C'est-à-dire qu'on va avoir un tuyau, on n'a pas de moteur dans le bloc, là on n'a pas de moteur, on a juste deux ventilateurs, un qui va souffler pour la pièce du dessous, là, pour refroidir la pièce, et un qui va refroidir le corps de chauffe. Sinon, on n'a pas de moteur à l'intérieur, et ça c'est un gros avantage, et c'est un gros plus par rapport à la Anycubic 4 Max Pro. Certains vont me dire, la Anycubic 4 Max Pro coûte moins cher quand elle est en vente flash, elle a un volume plus grand, mais c'est pas le même objectif, et franchement c'est pas la même gamme de produits. La Anycubic, j'ai eu pas mal de soucis avec, elle déconne des fois, fait de la merde. Et le fait qu'elle a un extrudeur Titan qui est à l'intérieur, quand on fait de l'ABS, le problème c'est que ça chauffe. L'extrudeur Titan chauffe, et le moteur chauffe, et tout chauffe, et en fait le bloc après il commence à se bouger, tout simplement parce que c'est pas prévu pour. C'est mal conçu. Alors que là on a un Bowden déporté, ce qui fait que le moteur est à l'extérieur. On n'a pas d'électronique à l'intérieur, l'électronique ne chauffe pas. Et du coup on peut imprimer de l'ABS et ça n'a pas de raison de se boucher. Ça fait pas chauffer de pièces mécaniques ni quoi que ce soit. Le ventilateur va vraiment refroidir que cette zone-là, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un petit point, et au final, j'ai eu des meilleurs résultats, même si c'est que des petits tests d'ABS que j'ai fait. J'en ai fait une pièce, je sais plus où je l'ai foutu par contre, faudra que je vous la montre, mais du coup, même la seule pièce d'ABS que j'ai fait avant de valider mes réglages, parce qu'en fait, je suis en train de tester, alors je suis en train de tester de l'ASA, je suis en train de tester de l'ABS, qui me restait de chez SOVB. J'ai eu quelques petits soucis, pourquoi? Parce qu'en fait, d'origine, leurs paramètres d'origine dans leur logiciel sont pas prévus pour, en fait, ils sont pas réglés pour. Ils ont un paramètre d'extrusion qui est beaucoup trop élevé. On est à 107% d'extrusion, ce qui fait que bah, ça bouge directement parce que c'est pas fait pour. C'est pour ça que je vais vous montrer après dans le logiciel. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on place ça. Je vais vous montrer sur le côté également, il y a autre chose intéressant sur leur machine, mais qui est qui est une feature, mais qui n'est pas non plus, on va dire, le truc de l'année. Après, c'est bien quand vous utilisez leur filament à eux. Alors vous pouvez voir qu'ici on a une trappe. Cette trappe là, elle est pratique. Pourquoi? Parce que au moins on peut stocker le filament à l'intérieur. Par contre, c'est fait uniquement pour leurs bobines à eux. Les bobines de chez Flashforge rentrent sans problème, c'est des bobines de 500 grammes, donc ça rentre sans problème. Par contre, les bobines d'1 kg de chez d'autres constructeurs, ça ne rentrera pas. Vous serez obligé de mettre un support de bobine et déporter à l'extérieur. Après, ça fonctionne toujours. Hein. L'avantage, c'est qu'on va avoir un extrudeur avec un capteur de filament. Si jamais on tire le filament, au moins il va détecter qu'il n'y a plus de fil. Si jamais vous avez plus de fin, enfin si vous avez plus de fil sur la bobine, ni quoi que ce soit, ça le détecte. Alors le câble qui est ici, n'y touchez surtout pas. Ça, c'est le câble de la caméra. Ça vous évitera de faire une bêtise si jamais vous vous demandez ce que c'est. Ensuite, comme je vous disais, vous pouvez avoir la possibilité d'imprimer des supports de bobines qui vont se fixer sur ça. J'en ai vu sur Thingiverse qui vous permettent de mettre les bobines d'1 kg à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas fermer ça. Et en fait, on a tout le côté qui est ouvert ici. Si jamais vous voulez garder la chaleur sur de l'ABS, c'est mort. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, bah, si vous pouvez, en fait, une fois que leur bobine de PLA sera vide, ce que vous faites, c'est que vous faites comme moi. J'ai chargé leur bobine vide avec 500 grammes d'ABS, ce qui fait que du coup, je peux mettre l'ABS à l'intérieur et fermer le panneau. Ce qui fait que comme ça va me garder la chaleur de la chambre et ça va pas se barrer ici, ça fera pas de courant d'air. Parce que l'ABS SOVB est super sensible au courant d'air. Et comme on a pas mal de petites ouvertures ici qui donnent vers l'intérieur, en fait, la chaleur se barre. Au moins, l'avantage, c'est qu'avec ça, bah, au moins, la chaleur reste à l'intérieur et on a vraiment quelque chose de bien. On n'a pas de courant d'air. Ça, pour l'ABS SOVB, c'est super pratique et ça marche super bien. Ici, donc, j'ai oublié de vous montrer les connectiques. Alors ici, on a la prise d'alimentation. Devant, je vous l'avais montré tout à l'heure, il y a l'USB. Et derrière, on a également... Alors, comme je vous disais, ici, on a la prise Ethernet. C'est vraiment pratique. La connexion RJ45, moi, je l'ai connecté au réseau et franchement, par rapport au Wi-Fi, ça marche beaucoup mieux. Si vous avez une bonne box et une bonne connexion extérieure. Alors je vous conseille franchement de la mettre en Ethernet. Hein, parce que même pour la reconnexion automatique, si jamais vous avez une coupure de courant, le Wi-Fi reprendra moins facilement que si c'est de la RJ45. La RJ45 va se reconnecter tout de suite à la box. Et au moins, si vous vous connectez au cloud, ben, au moins ça sera instantané, ça va reprendre direct. Ça, c'est pratique pour ça. Si jamais vous êtes loin. Parce qu'après, vous ne pourrez pas enlever votre print, à part si vous prenez quelqu'un chez vous qui vous enlève le print et puis que vous puissiez redémarrer un G-code. Parce que l'avantage, c'est que vous pouvez lancer un G-code du téléphone, si jamais vous êtes sur l'application FlashCloud ou même PolarCloud. Et au moins, l'avantage, c'est que vous pouvez relancer un print, même de loin. Voilà, donc c'est parti, on va allumer la bécane. Je vais vous montrer à quoi ressemble le logiciel de l'écran. Alors, la première fois que vous allez l'allumer, il est possible que vous allez entendre un bip bip. Pourquoi? Parce que d'origine, il y a une musique qui est réglée sur le firmware. Le problème, c'est que cette petite musique, elle fout un bordel pas possible. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la désactive. Parce que franchement, le bruit, c'est pas possible. Ça fait un bordel. Si jamais vous démarrez la machine en pleine nuit, vous allez réveiller toute la baraque. Hein. Alors, la première fois que vous allez l'allumer ici, quand vous allez la connecter au Wi-Fi, elle va vous demander de faire une mise à jour et vous lui ferez faire le petit travail, elle fera sa petite mise à jour et puis voilà quoi. Alors après, si jamais vous n'avez pas de débit ou quoi que ce soit, ça risque de mettre un petit peu de temps, mais après, sinon, ça va aller vite, quoi.
Donc, alors, on a les 3 menus d'interface d'origine, là. Hop, on a imprimé ici. Et là, vous pouvez voir, en fait, 6 Go 40, c'est la mémoire interne de la machine. Cette mémoire interne, vous avez déjà des fichiers dessus. Après, moi, il y a déjà tout mon bordel dessus. Là, vous pouvez voir que j'ai imprimé pas mal de petites choses. Alors, je les ai pas toutes gardées. Il y a des trucs que c'était des échecs. Il y en a d'autres que j'ai... En fait, tout ce qui est Lego, là, par contre, je vais vous le montrer. Je l'ai imprimé, ça, c'est dessus. Alors, il y a une figurine, par contre, je crois que je l'ai laissé en bas. Je l'ai donné à ma fille. Alors, du coup, il faudra que je regarde ce qui me reste dans l'atelier pour vous montrer. Ensuite, on a ici... Alors, ici, ça sera la clé USB. Mais vous voyez, là, il détecte pas parce que j'en ai pas mis. Alors, outils. On va voir ici vraiment tout. Alors, je vais vous montrer après. On a ici filament, le menu. Alors, chargement, change et manuel. Alors, chargement, ça se fait automatiquement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir le filament. Enfin, là, il va considérer comme s'il n'y avait pas de bobine. Change, par contre, c'est l'inverse. Vous allez commencer par ça, si jamais vous avez déjà une bobine dedans. Et en fait, vous allez cliquer dessus. Il va chauffer, il va mettre l'extrudeur en chauffe. Et il va sortir le bout de fil qui reste à l'intérieur. Et il va vous demander de réinjecter un filament après, quand vous allez revenir sur l'autre truc. Et vous voyez que ça chauffe hyper vite, hein, franchement. Regardez. Je vous le fais en temps réel, franchement, j'ai même pas accéléré ni quoi que ce soit, ça se fait, mais assez vite. Hein. Franchement, on peut voir que ça va quand même assez vite. Je vais voir le panneau, parce que du coup, il va sortir le filament qui est sur le côté, là. Bon, du coup, je vais continuer à parler pendant que ça fait ça. Alors, vous pouvez voir ici l'extrudeur, comme je vous disais. Alors, si jamais vous voulez sortir l'extrudeur avec les petites pinces sur le côté, là, alors je vais vous l'ouvrir. Franchement, vous voyez, je sais pas si vous allez entendre le son correctement. Entre la porte ouverte et la porte fermée, on a vraiment une différence quand même. Le plexi, il fait quand même pas mal... en sonorisation, c'est vraiment pas mal. Et franchement, la machine, quand elle travaille, là, je l'entends presque pas. Quand elle travaille à côté de moi sur le bureau. Vous pouvez voir qu'on est vite monté quand même. Alors du coup, il va chauffer à 235, que ce soit pour du PLA ou pour de l'ABS. C'est 235. Hein. Vous pouvez pas changer la valeur ici. Alors une autre chose que j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous le montrer juste après, je vais faire descendre l'extrudeur là et je vous montrerai en fait. C'est pour placer le filtre ici. Ça je vais vous le montrer après. En fait il va se placer au fond là, vous pouvez voir ici qu'il y a un trou là-bas, je vais vous le montrer après. Donc là du coup il est en train de sortir le filament sur le côté. En fait il est calibré pour sortir la longueur pile qu'il y a du Bowden jusqu'à la buse. C'est vraiment fait exprès pour ça. Donc là c'est du vieux PLA qui me restait dedans. Hop, bon, du coup là je vais balancer. Décharge OK, introduisez un nouveau filament, OK, et du coup bah, vous cliquez sur OK et là il va recharger le nouveau filament. Alors du coup il va le détecter si vous le mettez, hein, parce qu'en fait il y a un capteur et il détecte vraiment bien pour ça. Alors moi je vais pas le faire tout de suite, alors, ça sera à vous le faire, manuel c'est pareil. Alors par contre je vous précise tout de suite, quand vous revenez en arrière, il refroidit tout de suite. Hein. Il refroidit tout de suite et le problème c'est que ça refroidit super vite et ça par contre je trouve que c'est vraiment mal fait. Là, là quand je reviens ici, là il est déjà en train de refroidir en fait. Alors du coup on va aller dans outils et on va aller dans... Alors dans la propos déjà je vais vous montrer ça. Alors numéro de série, tout ça vous en faites pas. Vous verrez ici la version quand vous allez faire la mise à jour, ça dépendra de la version que vous avez. 82 heures c'est le nombre d'heures que j'ai imprimé. Alors j'ai pas imprimé énormément d'heures ici, tout simplement parce que des pièces en 15 par 15 j'en ai pas non plus énormément actuellement parce que je fais beaucoup de grosses pièces pour R2D2, mais elle va quand même me servir pour l'ABS, j'ai beaucoup de petites pièces à faire en ABS dessus et je vous les montrerai de toute façon. Si vous me suivez sur Instagram vous verrez régulièrement tout ce que j'imprime avec de toute façon. Voilà, donc ensuite, alors là je vais vous montrer communication. Alors communication, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez avoir soit le Wi-Fi, soit la prise Ethernet. Si vous vous mettez en Ethernet, ça va le détecter automatiquement. Le Wi-Fi, quand il est connecté, ça va vous mettre une petite icône en haut pour vous dire comme quoi on est connecté en Wi-Fi. Alors là je vais vous montrer, vite fait. Vous activez le Wi-Fi. Moi normalement il va détecter automatiquement ma box parce que j'ai déjà rentré mes mots de passe, mais ce sera à vous de rentrer vos mots de passe. Vous avez un petit clavier qui va s'afficher, vous allez vraiment avoir quelque chose d'intuitif, qui est super simple à faire. Donc là il détecte mes Wi-Fi, bon il va mettre un petit peu de temps, je sais pas s'il détectera celui du voisin, parce que franchement la machine en elle-même elle détecte super bien. Donc là vous voyez NeoProdFX, donc là si je clique dessus, tac. Là vous voyez il demande de taper toutes les références et tout, taper le mot de passe et tout ça. Bon je vais pas le faire parce que normalement je l'ai déjà rentré. Je sais pas s'il va se connecter automatiquement dessus. De toute façon en général ce que je fais c'est que moi je me connecte en Ethernet. Si jamais vous avez la box qui est pas loin, vous avez un câble Ethernet assez long, moi je vous conseille de vous mettre en Ethernet. Ça vous permettra d'éviter les problèmes de déconnexion à cause du Wi-Fi ou des trucs comme ça. Si jamais vous avez l'imprimante dans une pièce où il y a un micro-ondes, le problème c'est que des fois les micro-ondes font que le Wi-Fi il déconne. Alors hotspot, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le hotspot en fait c'est pas compliqué, vous allez paramétrer la box, enfin la FlashForge Adventurer 3 en fait deviendra
une antenne Wi-Fi, c'est-à-dire qu'en fait, elle va créer un répartiteur. Si jamais vous la mettez dans une pièce qui est loin de la box, elle va servir également de hotspot. Ça vous permettra de vous connecter au Wi-Fi sur elle, en fait. Vous allez noter votre SSID ici, votre mot de passe qui sera ici. Hein, vous voyez, par exemple, d'origine, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais tout ça, ça va vous permettre, en fait, de créer un pont. C'est une sorte de switch, en fait. Ça va créer, en fait, elle devient routeur, en fait, en elle-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique, parce que si vous la mettez loin et que vous avez, par exemple, besoin de Wi-Fi dans votre atelier, si jamais, par exemple, je la mettais dans la grange, dans ma grange, ça deviendra un routeur Wi-Fi et je pourrais connecter mes ordinateurs à elle, qui elle fera le relais jusqu'à la box. En fait, ça vous permet peut-être de gagner, peut-être, je sais pas, 50 mètres entre la box et l'imprimante, ça va vous permettre de gagner 50 mètres plus loin. Ça, c'est vraiment pas mal. Et franchement, je trouve que le routeur Wi-Fi qui est à l'intérieur, il détecte vraiment loin. Alors après, donc on va revenir. Donc connecter ici, ça va être pour tout ce qui est cloud. Donc là, il veut pas parce que je suis pas connecté. Je vais vous le montrer après, je vais le connecter sur la prise Ethernet là-bas et je vais vous montrer tout ça via le logiciel et tout directement. Donc là, préchauffé, vous avez vos réglages, vous pouvez mettre la température que vous voulez ici, vous mettez plus. Vous pouvez mettre ici. Alors par contre, le petit plus ici, voilà, il faut bien vraiment se mettre dessus. Voilà, mettez ça, tac. Et là, vous mettez démarrer et ça se met en préchauffe. Alors après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc dans paramètres, on va avoir plein de choses ici. On va avoir le statut. Alors le statut, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Vous voyez, décharger ici, elle détecte qu'il n'y a pas de fil dans le capteur de filament. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Elle le détecte vraiment bien. Ensuite, on va avoir la langue. Alors les langues, vous avez le choix. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de langues. Bah, vous êtes français si vous regardez ma vidéo, je pense. Après, je sais pas, il n'y a pas de canadien, de toute façon, ça va être du français. Alors étalonnage. Voilà, donc là, je vous disais, on va la mettre en préchauffage. Pourquoi? Parce qu'on va faire un calibrage de la machine. Je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Alors le calibrage, c'est pas compliqué. Alors vous attendez que ça soit à peu près 220 ici. Là, moi j'en ai profité pour nettoyer le petit caca qu'il y avait sur la buse. Profitez-en pour nettoyer un petit peu vite fait là si vous avez vu de la merde ou quoi que ce soit. Également, je vous disais comment on va placer ça. En fait, le petit filtre là, en fait, vous avez un petit trou sur le côté. Ce petit trou là, il va coïncider avec au niveau des vis là-haut. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez prendre votre petit filtre comme ça, vous le placez, vous mettez votre trou comme ça, tac, et voilà. Là, le filtre il est placé et on est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on calibre la machine, même s'il n'y en a pas besoin d'origine. Vous revenez en arrière, vous allez dans paramètres, là on va aller dans étalonnage. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un home de tous les axes, ça va monter. Ah, parce que le end-stop du Z, il est en haut. Il est sur le côté ici. On a le Y qui va faire un home en arrière. Alors, vous pouvez voir qu'on n'entend pas les axes. Franchement, les moteurs des axes, on les entend pas du tout. Là, on entend le ventilateur parce que j'ai ça qui est ouvert. Mais franchement, quand c'est fermé, on n'entend presque pas la machine. C'est vraiment une machine super silencieuse. Elle est vraiment... Enfin, franchement, je trouve qu'elle est super bien comme machine. Alors après, vous allez prendre votre bout de papier. Ce que vous faites, c'est que pendant que ça descend, vous le placez en bas là. Moi, ce que je fais, c'est que je le place et j'attends que ça descende. L'avantage du préchauffage, c'est que ça va permettre, si jamais on avait du PLA qui était coincé au bout, là, au moins ça fera pas fausser le réglage, quoi. Tac. Alors on va biper, voilà. Vous voyez ce genre de petit son là, c'est ce qu'on a exactement quand on allume la bécane. Donc évitez de faire un étalonnage si quelqu'un dort à côté de vous. Donc là, vous pouvez voir que là, ça frotte. Si on descend à 0,9, ça ne frotte. Enfin là, moi franchement, c'est là que ça coince. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets 0,8. Pour moi, 0,8, c'est un très bon paramètre sur cette machine-là. Je mets OK, accepter, terminer. Et là, en fait, elle valide la valeur. Et là, elle est calibrée. Elle est calibrée. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le plateau est plat. Pour elle, elle considère que le plateau, la surface, tout est nickel. Donc du coup, pour elle, ce paramètre-là, il est bon pour tout le plateau. C'est pareil ici, vous avez un autocollant jaune. En fait, cet autocollant vous dit quoi? Il vous dit de garder cette surface propre. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter qu'il y ait du filament qui tombe là-dedans, sinon ça risque de coincer, de faire des conneries sur les axes. Il faut essayer de garder un maximum l'intérieur de la caisse propre. Si jamais vous avez des petits bouts de poussière, de filament, quoi que ce soit, vous prenez un aspirateur puis vous aspirez proprement, quoi. Hein. Mais le but, c'est de garder cette surface propre le plus possible pour éviter que des bouts de filament viennent se coincer à l'intérieur. Voilà. Donc on va reprendre sur l'écran. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc on a fait étalonnage. Alors ici le bouton Home, vous savez à quoi ça sert. Hein. Ça fait un Home de tous les axes. Voilà, remise à 0 effectuée. Tac. Donc ensuite on a une troisième page. Enfin on a 3 pages en fait. On a la deuxième. Alors ici déplacer, alors c'est pour faire bouger tous les axes. Alors normalement c'est fait exprès pour que ça bouge dans le sens où vous cliquez. Alors comment ça se passe? Vous cliquez, ça avance par petits crans de 0,1. Sinon vous restez cliqué dessus et en fait tant que vous êtes cliqué ça avance. Par contre vous voyez que ça ne s'arrête pas là-bas. Hein, il ne considère pas qu'on est à 0. Ça par contre je trouve que c'est vraiment mal fait pour ça. C'est que ça continue d'avancer. Sauf
Ici. Là, à 0, il sait qu'on est à 0. Par contre, ça, c'est mal fait. Ils auraient pu faire un système comme quoi ça s'arrête une fois qu'on est là-bas. Ça, je trouve ça dommage. Pour le Y, ça fonctionne exactement pareil. Hein, vous appuyez comme ça. Alors, celui-là, face à vous. Vous voyez? Mais là, c'est pareil, il va pas s'arrêter. Hein. Là, vous voyez, c'est dommage. Ça ne s'arrête pas. C'est pas prévu pour s'arrêter. Il continuera à appuyer tant que vous appuierez dessus, il continuera. Ça, je trouve ça dommage, par contre. Le Z, c'est pareil. Vous descendez et c'est pareil. Hein, si vous descendez jusqu'en bas, ça va faire pareil. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, la caméra. Alors la caméra, c'est juste pour l'activer. En fait, ça va vous mettre une petite vignette ici pour vous dire comme quoi elle est activée. Si jamais vous avez ici le petit Wi-Fi qui est activé, ça voudra dire qu'en fait, vous pouvez accéder à votre caméra via le Wi-Fi. Mais je vais vous montrer après. Donc ici, on a le mode soit caméra, soit USB. Ça, c'est en fonction de comment vous voulez régler, mode manuel ou mode automatique. Moi, en général, je mets mode automatique. Comme ça me permet via le cloud de vraiment la lancer correctement. Alors ici, vous allez avoir filament de check. Ça, c'est pour dire comme quoi vous voulez que le capteur de filament soit actif ou pas. Si vous clochez et vous avez le petit point rouge, ça veut dire que le capteur de filament est désactivé. Là, il est activé. Ici, la lampe, c'est pour éteindre la petite lampe. En fait, vous avez une toute petite LED en dessous, là. Vous allez voir. Vous voyez ? Franchement, ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai remarqué que si j'avais la lumière de chez moi qui était allumée et que la lampe était éteinte sur la caméra, je voyais beaucoup mieux. Si la lampe est allumée ici, les LED sur la caméra, vous avez quelque chose qui flash vraiment trop fort et sur la caméra, vous allez avoir une grosse tache blanche, en fait. Ça, c'est comme vous voulez. Si jamais vous voulez aussi que la machine travaille en pleine nuit et que vous voulez que ça fasse pas trop de bruit, quand c'est fermé, on a vraiment une machine silencieuse, par contre. Donc ensuite, vibrateur. Donc ça, c'est le son. C'est la musique que ça va faire au démarrage. Factory Reset, bah, ça va tout remettre vos paramètres par défaut, que ce soit calibrage ou quoi que ce soit. Mise à jour. Alors là, ça, c'est si vous êtes connecté. Vous voyez que là, je suis pas connecté, donc ça fait ça. Auto-étalonnage. Alors, je l'ai testé. Ça déconne. Franchement, ça déconne. C'est vraiment si la plateforme est pas plate. Et je trouve que franchement, ce paramètre-là, je l'ai testé. Et franchement, ça fonctionne pas comme ça devrait. Donc je vous déconseille d'utiliser. Techniquement, la machine d'origine, pour moi, elle était nickel. Elle était plate. Et avec la plaque de verre pour l'ABS, c'est encore plus plat. Enfin, je veux dire, c'est vraiment nickel, quoi. Voilà, donc on a fait le tour de tous ces réglages-là. On a fait le tour de la propos. Je vous ai tout montré, là, du coup. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer une fois connectée pour vous montrer le dernier paramètre ici, connecté, pour la connecter au cloud. Donc du coup, comme je vous disais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé la machine, je l'ai connectée au réseau par l'Ethernet. Comme ça, vous pouvez voir qu'ici, on a la petite icône du logo Ethernet. Ça veut rester sur la lumière pas trop mal. On a la petite caméra qui s'est connectée et ici on a le cloud qui a été détecté. Donc du coup, comme vous allez aller dans outils, comme je vous montrais, et on va dans communication, et là ici on a connecté maintenant. Alors on va avoir d'abord le réseau Ethernet, moi comme je me suis connecté en Ethernet, et vous allez avoir ici l'adresse IP. Donc il va falloir la noter sur une feuille, ça va nous servir pour nous connecter via le logiciel FlashPrint. Donc ici, connecté, vous allez avoir les clouds qui vont se connecter, les différents clouds. Vous allez avoir Flash Cloud, Polar Cloud et My Mini Factory. Alors My Mini Factory, moi je l'oublie, ça me sert à que dalle. Franchement, j'ai testé, j'ai créé un compte, ça me sert à que dalle. Par contre, Flash Cloud, il est bien, mais il déconne. Et Polar Cloud, il est... Franchement, c'est le meilleur. Franchement, utiliser celui de Polar Cloud, il est très très bien. Si vous voulez avoir accès à la caméra, Flash Cloud, c'est mort. Moi, de mon côté, ça fonctionne pas. C'est peut-être juste parce que j'ai pas assez de débit, après, je verrai. Je verrai si un jour j'ai un meilleur débit ou quoi que ce soit, mais moi de mon côté ça ne fonctionne pas. Donc, à tout de suite pour la partie logicielle. Voilà, donc on se retrouve pour la partie logicielle. Alors FlashPrint, hein, vous le trouverez sur leur site si vous créez un compte. Enfin, de toute façon, j'imagine que... le mieux c'est d'utiliser FlashPrint. Franchement, je trouve que le logiciel est très bien. Si vous voulez débuter l'impression 3D, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller sur Cura, sur d'autres logiciels ou quoi que ce soit. Si vous arrivez tout de suite dans l'impression 3D, FlashPrint est très très bien pour commencer et ça vous permettra de vous faire la main. Le logiciel est vraiment étudié pour leur machine. Alors comme je vous disais, on est connecté là, donc du coup, vous allez aller dans Connecter machine et vous allez taper ici votre adresse IP. C'est pas d'origine que ce soit forcément la bonne. Donc moi j'ai mis la bonne, hein, 558. Vous allez faire connecter et là vous voyez que la machine se connecte instantanément. Voilà, on peut revenir ici dans outils et là on peut avoir pas d'autre contrôle. C'est ce qui va nous permettre de contrôler la bécane manuellement. Ici contrôle multimachine, c'est si jamais vous voulez rajouter d'autres FlashForge sur votre réseau. Information machine, là c'est vraiment, vous voyez, on a vraiment les informations que le firmware nous envoie. Donc pas notre contrôle et ici on peut contrôler toute la bécane. C'est vraiment très réactif, je trouve que ça marche vraiment bien. Alors par contre le Z+ et Z- est inversé, je trouve que ça c'est un peu con, ils auraient pu le mettre à jour. Ce Z- en fait c'est ce qui descend. Par contre les axes bougent quand même assez vite, hein, je trouve que c'est pas mal. Là c'est pareil, c'est l'inverse. Le plus c'est face à vous. Du coup bah là on peut définir la position si on veut qu'on soit à 0 ou pas. On peut faire un home ici. Par contre j'ai regardé, le home il met toujours un petit temps à arriver à la machine.
Bon après ça c'est pas grave. On peut éteindre la LED, l'allumer si on veut. Je trouve que ça il faudra que je remonte l'information pour leur dire que ça déconne ça par contre. Vous pouvez voir que ça fonctionne pas. Franchement moi ça fonctionne pas. Enfin ça je trouve que ça va toujours déconner. Alors ici on peut appliquer des températures, hein. Si on veut mettre extrudeur 200, je sais pas 230, on fait appliquer. Et là c'est parti. Par contre si on met une température du plateau ici, en fait la chauffe de l'extrudeur va monter après avoir fini celle du plateau, comme c'est écrit sur le bas. Donc du coup voilà, donc là bah, tout ça on en a pas besoin hein, franchement, enfin je veux dire c'est vraiment si vous voulez faire des réglages et tout ça, voir si vous en êtes où sur vos axes et tout. Mais ce qui va nous intéresser le plus ici, ça va vraiment être d'imprimé quoi. Alors ici taille de buse, ça va être en fonction de l'extrudeur que vous avez, parce qu'en fait l'extrudeur que vous avez sur la machine, vous avez une buse interchangeable. Vous pouvez acheter également une buse de 0,3 si vous voulez faire des impressions beaucoup plus précises. D'origine c'est 0,4. Hein. Donc là on va ouvrir un fichier STL, on va prendre un STL sur le bureau. Regardez, non celui-là je crois que j'ai, ben, il passe pas. Ça c'en est un trop gros. Vous voyez que la 15 par 15 c'est quand même assez limité sur ça. Après on peut quand même imprimer des choses. Hein. On peut quand même imprimer des choses. Qu'est-ce que j'avais imprimé dessus? Je vais aller chercher ça. Alors j'ai imprimé le personnage Lego ici. Là. Ça je l'ai imprimé. Alors ici vous voyez que là ça a chargé mon fichier. Alors c'est clic droit de la souris pour tourner. Clic gauche pour déplacer comme ça. Et molette bah, ça fait pareil que le clic gauche en fait. Donc ici vous avez affiché. Vous avez tous les angles d'affichage. Translater c'est pour déplacer le fichier. Donc là on fait centrer en général, moi je fais aligner sur la plateforme, comme ça vous êtes sûr que c'est posé sur la plateforme. Pivoter, alors c'est pareil, quand ça s'affiche comme ça il faut recliquer une deuxième fois, et là vous pouvez faire tourner soit avec les petites clés ici, soit vous faites tourner avec les axes. Alors dans ce sens là ça servira pas à grand chose. Voilà, donc je l'ai imprimé dans ce sens, et là c'est pareil, vous voyez ça touche toujours pas la plateforme, donc il faut revenir ici, centrer, aligner sur la plateforme, et là au moins on est bon. Échelle, on peut réduire ici, ou on fait maximum, comme ça c'est le plus gros que l'imprimante peut faire. Réinitialisation c'est la taille par défaut. Coupe, c'est pour voir si on veut commencer à couper dans le fichier, on peut faire comme ça. Alors, on peut faire une coupe par exemple comme ça, commencer la coupe, et vous voyez, on peut couper notre fichier en fait. Ça par contre je m'en sers pas, moi, ça, enfin, je veux dire, ça me sert à rien. Par contre le problème c'est qu'il faut recharger tout le fichier. Donc là il faut faire un nouveau projet, et il faut recommencer, il faut recharger notre fichier. Parce que ça garde le fichier comme il a été coupé. Tac, donc du coup on va faire pivoter, on va remettre comme c'était, tac, aligner sur la plateforme, et là on est bon. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir ici, bon alors charger c'est pour charger le fichier, support, on peut créer des supports. Alors les options de support, on peut créer des supports en branche ou linéaire. J'ai testé en branche, il est vraiment pas mal. Par contre, je trouve qu'il se colle sur le fichier et des fois c'est un peu chiant à enlever quand même. Alors par contre ça prend un peu de temps à générer les supports, ça dépend combien il va y en avoir. Tac. Alors les supports comme ça là en branche, ça crée des espèces d'arbres comme ça. Par contre je trouve qu'ils se fusionnent beaucoup au fichier, après il faudra ajuster en fonction de ce que vous voulez. Ici au niveau de diamètre, hauteur de base, c'est hauteur de la, enfin diamètre de la base, tout ça. Attaché à ma plaque, ça va être en fonction de comment vous voulez régler vos supports. Ici linéaire, ça crée des petits cubes. Vous voyez, vous pouvez créer aussi vos supports vous-même. Hein. Vous pouvez créer des petits cubes ici. Ou sinon, vous mettez auto-support pour les mettre un peu partout. Si vous voulez pas en mettre beaucoup, vous faites ça, par exemple, vous voyez. Après, on peut effacer tous les supports. Là, moi, j'en ai pas eu besoin de support. Hein. Pour ce fichier-là, je l'ai fait comme ça, sans support. Le ventilateur refroidit vraiment bien pour permettre de faire ça. Alors, imprimer. Alors, de base, vous n'allez pas avoir ça. De base, il faut aller dans Préférences. Ici. Imprimer, mode expert, vous allez avoir le mode de base. Vous allez avoir le mode de base quand vous allez faire imprimer, vous allez avoir ça. Ça, de base, c'est, enfin, je veux dire, c'est le plus simple pour vous. Si vous voulez utiliser leur filament avec eux, ça marche super bien. Le filament FlashForge, vous mettez PLA, support, vous mettez oui ou non. Raft, ça va vous créer une couche en dessous de la pièce pour l'adhérence. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Vous pouvez en mettre un si vous voulez en mettre un. Ça, ce sera en fonction de ce que vous allez vouloir faire. ABS, c'est pareil, ça va utiliser des réglages, on va dire. Vous avez quand même un petit mode avancé ici, mais c'est vraiment limité, quoi. On n'a pas tout ce qui est paramètres d'extrusion, épaisseur, tout ça. On a vraiment le minimum. Vous avez vraiment le minimum. On a standard, basse pour la qualité. Enfin, basse qualité, ça va imprimer en hauteur de 0,3, standard 0,18. On va avoir 0,12 et on peut descendre jusqu'à 0,08. Alors par contre, ça avec du filament, si c'est pas le filament de chez eux, ça claque tout de suite, ça bouche et ça s'arrête. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pourquoi après. Donc les coques, c'est ces épaisseurs de coque. Remplissage,
C'est pareil, le remplissage, ça en fait ça va être en fonction de ce que vous allez avoir besoin, remplissage de l'objet, mode hexagone, triangle, enfin tout ça. Tout ça c'est vraiment les paramètres standards comme une imprimante normale. Je pars du principe que vous achetez cette imprimante pour découvrir. Donc tout ça, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus en détail pour faire vraiment le plus de réglages possible. Je vais vous montrer quand même tout ça en mode avancé pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer pourquoi de base ça déconne si vous changez de filament. Si vous mettez imprimé, ici vous allez aller dans avancé, ratio d'extrusion. Alors moi ça c'est mon profil que j'ai créé moi, mais alors de base vous allez voir pourquoi ça fait ça. En fait de base leur ratio d'extrusion, vous voyez il est à 109%. Ça c'est pas compliqué, avec leur PLA ça passe, mais avec mon PLA à moi, ou même avec de l'ABS, hein. ABS c'est pareil, il est réglé trop 109%. Ça avec du SOVB ça passe pas. Ça d'origine sur du SOVB, moi je mets 0,95. 95%, là oui ça passe, et ça ne bouge plus. C'est pareil, vous allez avoir des réglages de vitesse ici. Le SOVB, 60 mm par seconde pour de l'ABS, c'est mort, vous mettez 35. Ça, c'est vraiment des réglages que vous allez devoir apprendre à faire vous-même en fonction du PLA que vous allez utiliser. Moi, j'ai utilisé du filament de chez Draftplast. Alors, chez Motion-Tech, c'est la marque Draftplast, c'est leur nouveau PLA. Et d'origine, ils nous disent que, par exemple, ici, on doit avoir une... Alors, c'était... dans l'avancée, ici, on est à 0,98. Vous voyez, j'ai mis 0,98. Alors, première couche, j'ai mis toujours un peu plus. Pourquoi? Ça me fait une première couche plus épaisse, comme ça, au moins, je suis sûr que ça adhère. Mais tous ces réglages-là, je vous en reparlerai plus en détail si jamais ça vous intéresse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tranchage. En fait, il vous crée un fichier. Alors d'ici, on va renommer, on va créer celui-ci. Voilà, donc on a le fichier qui est tranché ici. On n'a plus qu'à envoyer le G-code. Et là, vous allez voir que sur la machine, ça nous affiche directement envoyer le fichier. Donc là, elle reçoit le fichier. Ça va se téléverser dessus. Donc voilà, là le fichier est prêt sur la bécane. Donc là, si on met... Donc là, le G-code est prêt. La machine commence une impression. Là, la machine, vous voyez qu'on a ici le petit logo. On a la petite image ici qui nous montre le STL qu'on vient de trancher. Et franchement, c'est vraiment intuitif. Alors ici, après, on va avoir plusieurs options. On va avoir ici pour allumer la lampe. Alors qu'on contrôle ici la lampe. Ici, on a tous les paramètres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut arrêter l'impression d'ici. On peut l'annuler d'ici. Mise en pause en cours. Parce que comme il n'y a pas détecté de fil. Enfin, là, c'est juste parce que j'ai pas mis de fil. Mais sinon, ça aurait lancé l'impression et c'était parti. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation de FlashCloud. Alors là, ce que je vais partir du principe, c'est que vous avez créé un compte. Ici, vous allez cliquer sur enregistrer. Et vous allez créer un compte. Comme ça, c'est gratuit. Hein, vous n'avez rien à faire de plus. Hein, c'est franchement simple à faire. Ça va vous créer un identifiant et tout. Vous allez créer un mot de passe. Et après, vous allez faire login. Une fois que vous allez arriver sur l'interface ici, alors vous allez voir qu'ici il y a déjà des jobs qui sont déjà préparés. C'est des jobs que moi j'ai transférés de l'ordinateur. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai mon imprimante qui est démarrée, qui est connectée et qui ici est détectée. Ça, c'est quand vous allez arriver dans le menu connexion de l'imprimante, vous avez vu qu'il y avait Flash Cloud, où vous pouvez cliquer dessus et connexion. Ça va vous créer un paramètre ici. Et là, dans My Printer, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. C'est ici que vous allez taper le nom de votre imprimante et registration code. En fait, c'est le code qui sera sur la machine qui va vous donner. Je ne vais pas vous le montrer parce que après c'est un code perso. Après vous pouvez le voir ici, mais bon ça vous pouvez le changer. Hein. Je veux dire, c'est pas définitif. C'est voilà quoi. Après ça sera en fonction de mon mot de passe que j'aurai créé, parce qu'il y a un mot de passe également qui est sur la machine. Tout ça, enfin ça c'est à vous par contre. Alors ensuite, ici vous allez arriver sur le menu d'interface. Ici vous avez la bécane, vous avez pas mal de petites choses. Ici Closed normal. Alors ça par contre je trouve que c'est très mal détecté parce que Closed, ma porte est ouverte. Là si je l'ouvre, il me change pas le... Enfin je veux dire ça se met pas à jour. Alors que sur certaines machines, je pense que sur la FlashForge Adventurer 3 c'est pas détecté. Par contre, je pense qu'il y a certains modèles où ils doivent avoir un capteur. Parce que moi là la porte est ouverte. Et filament c'est pareil, il me dit normal alors que j'ai pas de filament dans la machine. Ça je trouve que leur logiciel est mal fait pour ça. Ensuite la caméra, quand vous cliquez sur ça, je trouve que là ça déconne aussi pas mal. FlashCloud déconne pour ça. Alors que PolarCloud, que je vais vous montrer juste après, lui il fonctionne très bien et il me démarre la caméra. Il y a également une autre option que j'ai oublié de vous montrer. Vous avez la possibilité de démarrer votre caméra via l'adresse IP. En fait, vous tapez l'adresse IP dans la barre ici, dans la barre de l'adresse. Vous tapez ici votre adresse IP, moi c'est 558. Après vous tapez le port, c'est 8080 et vous mettez ça derrière. Action égale stream. Et là vous pouvez voir que ma caméra en fait elle est démarrée. Si je fous la main devant, là vous allez voir que c'est en live.
Là, franchement, c'est pas mal. Vous pouvez faire du streaming après avec ça. Vous pouvez le partager en streaming sur votre OBS ici. Là, moi, si je le mettais sur le côté, là, vous verrez que c'est en live, quoi. Si vous voulez faire des impressions en live. Par contre, évitez de connecter ça à Internet si jamais vous pouvez pas vous faire pirater votre machine. Alors là, du coup, il m'avait dit offline. Pourquoi? Parce que j'ai démarré la caméra en externe. Donc du coup, je reviens en arrière. Donc là, c'est bon, il est détecté. Donc, My Model. C'est ici que vous allez télécharger des fichiers. Vous pouvez prendre des STL. Alors j'en ai déjà qui sont dessus. Alors par contre, faites pas gaffe à l'apparence de vos fichiers qu'ils vont avoir. Si vos fichiers ont des apparences dégueulasses sur les angles, sur les trous et quoi que ce soit, en fait c'est leur logiciel qui les prend très très mal, mais le fichier en lui-même, vous voyez là c'est dégueulasse. Alors que mon fichier à la base ne ressemble pas du tout à ça. Ça c'est le logiciel qui fait ça. Par contre, rassurez-vous, votre fichier sera propre s'il est bien tranché. Et enfin s'il est bien créé, surtout votre STL. Là, vous aurez juste à mettre print. Là, vous pouvez voir que là, on se met sur le plateau. Vous pouvez créer tous vos réglages. PLA, support, raft. Vous pouvez créer exactement les mêmes réglages que dans FlashPrint. C'est exactement pareil, sauf que là, on n'a pas le mode avancé, en fait. Vous pouvez voir qu'ici, c'est assez limité. Alors après, moi, ça, je vous conseille de le faire dans FlashPrint. De créer un fichier, un job, et après, vous importez votre job ici, en fait. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Après, modèle librairie, c'est pareil. Il y a des librairies avec déjà des fichiers tout prêts. Hein, vous pouvez récupérer des fichiers sur Internet. Et vous voyez qu'également, leurs apparences sont dégueulasses. Et en fait, ça, c'est leur logiciel qui fait ça. C'est pour ça que Flash Cloud est bien, mais je trouve qu'il est quand même assez limité pour ça. Même la caméra, vous avez vu que ça fonctionne pas. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation des objets que j'ai imprimés avec. Alors, vous pouvez voir que j'ai imprimé le personnage Lego. Alors, c'est le Skeleton Minifix, si vous le cherchez sur My Mini Factory. Alors, c'est un objet entièrement en plusieurs pièces. Hein. Alors du coup, il est totalement imprimé sur la FlashForge Adventurer 3. Alors j'en avais fait des pièces sur mes autres bécanes, puis au final je me suis dit tiens, je vais tout faire sur la FlashForge. Alors chaque morceau est collé, hein, c'est pas mal de petits bouts à assembler. Si vous trouvez le modèle, hein, c'est pas mal de petits morceaux. Il y a la cage thoracique, il y a le crâne. Alors le crâne c'est pareil, il est juste posé, hein, il n'est pas fixé, enfin je veux dire c'est pas collé. Mais je veux dire qu'elle a réussi à me faire des pièces. Enfin franchement si vous voulez, à part le noir c'est de la peinture, hein, mais franchement... Et comme je vous disais, ça a été fait sans support. Elle a réussi à me faire quelque chose de vraiment propre. Je suis vraiment satisfait de cette machine-là pour ça. Je veux dire, elle a été capable de faire quelque chose de vraiment nickel. Elle respecte les cotes. Enfin, je veux dire, tout ce qui est les ajustements, tout ça, ça s'est fait nickel. Enfin, je veux dire, le personnage en lui-même, il est quand même chouette. Et chaque morceau a été fait sur du 15 par 15. Donc, du coup, on peut voir qu'on peut quand même faire des choses. On peut quand même faire des choses intéressantes. J'ai imprimé des petites figurines. J'ai imprimé des petites figurines, j'avais imprimé ça aussi. Alors avec leur filament de base d'origine, j'avais fait mon cube de test. Ça c'est leur filament rouge d'origine. J'avais fait un extraterrestre, c'est pareil, je vous mettrai la petite vignette sur le côté pour voir à quoi il ressemble. Du coup je ne l'ai pas gardé, je l'ai donné. Parce que ça n'avait plus, donc du coup je l'ai donné. J'ai fait le Porco Rosso que je vous avais montré tout à l'heure vite fait, hein, vous pouvez voir. Alors par contre la qualité, je suis pas assez satisfait sur celui-là parce que j'étais en train de faire des réglages. Et à ce moment-là, j'étais pas encore au top. J'avais encore des petits soucis, comme je vous disais, à cause de l'extrusion qui est surévaluée. En fait, chez eux, elle est à 107%. Ça faisait que des clacs, 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 clacs sur la machine. En réglant à 95%, là, j'ai réussi à sortir le squelette Lego, il est sorti à 0,95. Et ça a réussi à me faire des vraiment belles pièces. J'avais fait des tests que j'ai annulés à chaque fois. Vous pouvez voir qu'ici, franchement, la qualité est nickel. Ça, c'est le PLA Draft Plus de chez Emotion Tech. D'ailleurs, je voulais faire une petite mention à Emotion Tech, merci à eux. Alors ce filament, il fonctionne très bien sur la FlashForge Adventurer 3. C'est du PLA qui est, on va dire... alors c'est du PLA, vous pouvez voir, qui est super bien enroulé sur la bobine. Enfin, je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec la lumière. Ils m'ont envoyé du blanc et du noir. Et franchement, qualité super. Ça coûte 14,90€ la bobine d'1 kg. C'est super bien enroulé. C'est du pellets de chez Ingeo. Hein, c'est du très très bon filament. Franchement, ça marche super bien sur la FlashForge, il marche nickel. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer les bobines sur le côté de la machine, comme je vous l'ai dit, parce que c'est des bobines d'1 kg, ça ne rentre pas. Donc du coup, j'ai encore pas mal de tests à faire. J'ai celui-ci qui a été envoyé par Forme Futura, c'est de l'ASA X. Hein, c'est le Apollo X. Je vais le tester sur cette machine-là. J'ai préparé un rouleau. Alors, il est mal enroulé, il faut que je le réenroule parce qu'il s'est mal fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas assez tendu, ce qui fait que ça s'est déroulé dans la machine. Ça s'est déroulé tout seul et il s'est mal fait, quoi. Je ne l'ai pas assez tendu. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais le refaire proprement. C'est leur bobine à eux, en fait, que je veux mettre à l'intérieur, comme je vous expliquais pour de l'ABS. En fait, j'ai déjà vidé une bobine d'ABS pour tester.
pour faire des tests. Enfin, j'ai pas vidé entièrement, mais je veux dire, j'ai fait pas mal de tests d'ABS et ça me plaisait pas le rendu à cause de leur surextrusion. Parce qu'en fait, au début, le paramètre avancé, on nous l'explique pas que ça existe. Et du coup, j'ai fait des recherches moi-même et je l'ai trouvé moi-même. Donc le paramètre avancé permet vraiment de faire pas mal de choses. Et là, on a vraiment une machine qui est ouverte. Sur ce côté-là, on peut faire vraiment tous les réglages qu'on veut, quoi. Donc du coup, mon ressenti sur la FlashForge Adventurer 3, si je devais la conseiller, de toute façon, je vous ferai peut-être une deuxième partie pour vous montrer d'autres tests hein, sur l'ABS, sur la ZX et tout ça. Et de toute façon, je vous partagerai tout sur Instagram également, les prints. Mais franchement, vous pouvez voir qu'on peut faire quand même des choses intéressantes sur une machine de 15 par 15. Ça, même pour une salle de classe, franchement, si vous voulez faire des petites impressions avec vos élèves, faire des pièces sur SolidWorks ou des trucs comme ça que vous pouvez balancer là-dessus, vous pouvez faire des petites pièces et faire des projets, des trucs comme ça peut être sympa, un prototypage, même pour des personnes qui cherchent une imprimante pour commencer dans le salon. Elle prend vraiment pas de place, elle fait 10 kg, franchement c'est une machine superbe. C'est une machine superbe. Elle fait pas non plus du 30 par 30, hein, comme des machines qui coûtent aujourd'hui le même prix, mais je suis vraiment satisfait de cette machine-là. Et par rapport à la Unicubic 4 Max Pro, la Unicubic 4 Max Pro, quand je l'ai reçue, d'origine, elle m'a fait de la merde. Et quand je dis de la merde, elle m'a fait de la merde. Celle-ci m'a passé des prints dès le départ sans souci. À part le changement de filament, où là j'ai dû faire des réglages. Mais je veux dire, c'est juste une question de réglage en fait. C'est pas une question de la machine qui n'en est pas capable. C'est. Enfin voilà quoi, c'est pour ça. Donc du coup, si je devais donner une note à la FlashForge Adventurer 3 sur 5, je pense que ça serait 4 sur 5. Pourquoi? À cause de tous les petits défauts qui font que, au final, le coffrage, qu'on peut pas mettre le filament d'1 kg dedans, ça c'est dommage. Leur logiciel du cloud qui déconne en pagaille, vous avez vu en temps réel, je vous l'ai montré, ça déconne en pagaille. Et ça fait pas que chez moi, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. La caméra qui s'affiche pas comme on voudrait, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Après, vous pouvez la trouver en entrepôt européen. Maintenant, moi, elle vient d'Italie. Là, en fait, ils m'ont fait venir d'Italie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de frais de douane ni quoi que ce soit. Après, c'est une machine qui coûte quand même 400 et quelques euros. Mais ça peut valoir le coup. Si vous recherchez une petite bécane pour pas vous prendre la tête ni quoi que ce soit, franchement, et que vous n'avez pas besoin d'un énorme volume d'impression, vous pouvez y aller. FlashForge Adventurer 3, pour moi, c'est validé. C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé, mais franchement, je suis assez satisfait de cette machine-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un énorme merci parce que ce test a été possible grâce à vous. Tout simplement parce qu'on a atteint un certain nombre d'abonnés qui fait que maintenant, les marques commencent à me contacter et ça fait super plaisir. Pour tous ceux qui attendent les parties 2 de la Duplicator 12 et de la Tenlog, ça va arriver. Hein. Les parties 2 arrivent, elles sont en préparation. C'est que elles, je suis vraiment en train de faire plus de tests poussés parce que c'est vraiment des machines sur lesquelles on a besoin de faire vraiment des tests. Et tout ce qui est dual color et tout ça, je vais vous en reparler plus tard. La partie 2 sur la Duplicator 12 va arriver normalement la semaine prochaine. Enfin, début de semaine, je vais la faire ce week-end là. Ça va attaquer. La Tenlog, c'est pareil, j'ai fait énormément de belles pièces avec. Vous allez être content, vous allez kiffer. J'ai fait des trucs, je vous le montre pas tout de suite parce que vous allez kiffer. Enfin, je veux dire, restez à l'écoute. Vous allez voir également le projet R2D2 qui est en train d'aboutir. Il est en train d'avancer énormément sur pas mal de choses. Franchement, ça fait super plaisir. C'est grâce à vous tout ça. Il y a énormément de personnes qui commencent à faire des dons sur Tipeee. On avance. Enfin, je veux dire, j'avance et je suis vraiment content de faire tout ça. On est parti pour les 7000 abonnés. Donc, un énorme merci à vous tous. C'est grâce à vous tout ça. C'est super. Franchement, ça me fait super plaisir. Après, les personnes qui mettent des commentaires insultants, je les valide pas. Hein. De toute façon, c'est moi qui valide les commentaires. Donc, ça sert à rien d'essayer de m'insulter ou quoi que ce soit. Parce que j'en reçois quand même pas mal. Des insultes, des personnes jalouses, ou je sais pas, des personnes qui créditent mon boulot en disant que je parle trop. Là, j'ai essayé de parler qu'à la fin de la vidéo et je pense que je vais faire ça plus maintenant. Hein, je vais vraiment vous présenter les machines, puis je parlerai qu'à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, ou je ferai des vlogs. Voilà. Donc, un énorme merci à vous tous et portez-vous bien, surtout en cette période difficile. Allez, salut!